Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir on a un gros programme, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, donc on a enfin l'émission sur le Congo, donc qui s'appelle Congo, un génocide silencieux. Je suis très silencieux. Silencieux, pardon. Oh pardon, pas silencieux, non. Un génocide silencieux. Et je suis très contente qu'on ait réussi à organiser cette émission puisqu'on nous la demande depuis très très longtemps. Et c'est un sujet qui est effectivement très très important. Et je pense que c'est important de montrer que le Congo, comme d'autres guerres, comme d'autres génocides, on est capable de les expliquer. C'est un phénomène historique et politique. On est capable de le comprendre comme un autre. Non, parce que souvent on est en mode « Oh, mais c'est trop compliqué, on comprend pas, c'est loin, il y a des gens qui meurent. » Et surtout des Africains qui meurent, ils sont déshumanisés. On a tendance à mettre un peu ça de côté, du style « Oui, oui, bon, c'est un peu la vie normale. » Même les racistes, ils ont toujours dit ça. Oui, dans les sociétés africaines, c'est un peu normal la guerre civile. C'est l'état naturel dans ces pays-là. Donc moi, je trouve ça très, très intéressant. Voilà, ça c'est pour l'émission d'après. Ensuite, pour cette émission-là, on a une invitée absolument spéciale qui est avec nous, Hajar. Bonsoir. Bienvenue. Tu es libanaise et tu es travailleuse humanitaire au Liban et tu es une auditrice de Parole d'honneur. Absolument. Et tu connais aussi Youssef Boussouma. Et avant de raconter rapidement, je refais rapidement la promo pour le magazine, les gens. Le magazine Nous, qui est toujours en vente. Je vous invite aussi à vous abonner, à donner sur le Tipeee. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc avec Hajar, juste avant de lancer la discussion, l'objectif c'est d'avoir un témoignage du point de vue des Libanais, d'une Libanaise, en plus une travailleuse humanitaire. Maroco-algéro-libanaise. Maroco-algéro-libanaise, on y reviendra si vous voulez. Hajar, je te laisserai te présenter si tu veux. Rapidement. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais. Rapidement, mais on comprendra avec ton histoire avec Youssef que tu as vécu en France et là tu vis au Liban depuis une vingtaine d'années. Mais c'est important d'avoir le point de vue des Libanais puisque d'ici, nous, on peut avoir uniquement notre point de vue, ce qui est assez logique. Pour Gaza, on avait eu l'occasion d'avoir le médecin notamment de Gaza, Zouer Lahna. Ouais, exactement. Donc ça, c'était des témoignages qui avaient plu, et moi je trouve ça intéressant, et c'est l'occasion aussi avec Youssef et Hajar, qui connaissent très bien la situation, de revenir sur les origines de cette crise, sur les perspectives, suite à cette guerre, etc. Et vraiment de comprendre ce qui se joue actuellement dans les bombardements d'Israël, le rôle du Hezbollah, etc. Voilà. Donc on essaiera de faire un peu le tour de tout ça ce soir. Hajar, voilà, je reviens à mon point de départ. Donc tu es une travailleuse humanitaire. Tu as vécu en France auparavant et tu as même rencontré Youssef en France. Est-ce que tu peux revenir sur cette petite anecdote? Je pense que les gens, ça va vous plaire. Alors déjà, merci infiniment de m'inviter. C'est un vrai plaisir parce que c'est ce que je vous disais avant. C'est que moi, j'écoute, j'ai mes habitudes beyroutines avec Parole d'honneur. On pourra revenir, je vous raconterai. Mais voilà, je suis très très contente d'être là parmi vous. Et Youssef, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important dans ma vie et je suis très contente de pouvoir le dire encore une fois. Merci, je me rappelle, j'avais fait un long post Facebook qui avait beaucoup embarrassé Youssef pour lui rendre hommage et il m'a dit « Je suis pas mort, n'écris pas ce genre de truc sur moi, je suis pas encore mort !» Mais voilà, Youssef, j'ai connu Youssef, je pense que j'avais même pas encore 18 ans. C'était hier en fait. Bah oui. Et donc j'étais à l'université Paris 8 et je venais de débarquer du Maroc en fait, où j'ai grandi, où je suis née, où j'ai grandi. Et donc je faisais mes études d'économie à Paris 8 et je vois quelqu'un distribuer des tracts sur la Palestine. Très surprenant. Et la naïveté, et je me dis maintenant avec le recul, heureusement que c'est Youssef, pas quelqu'un d'autre, parce que je vois quelqu'un distribuer des tracts pour un meeting à Trocadéro, je me rappelle, je sais plus c'était quoi l'occasion. Ah oui. Et je lui dis, je veux faire partie de votre truc. Je savais même pas ce que c'était en fait leur truc, tu vois. Et Youssef, comme seul Youssef peut le faire, il me demande mon numéro de téléphone que je mets dans le dos d'un tract. Ouais. Et Youssef distribue le tract avec mon numéro de téléphone. Mais je finis par le réattraper dans un autre couloir de Paris 8. Et voilà, et ensemble avec d'autres camarades, on va faire le comité Pascal, Paris 8 etc., à Saint-Denis, à l'université Paris 8 de Saint-Denis. Et puis c'était à l'époque, c'était la campagne pour le droit au retour, ensuite la campagne pour la protection du peuple palestinien, les missions civiles. Ah oui. Et Youssef, il a joué un rôle fondamental dans le sens où je venais quand même du Maroc avec un prisme qui est le mien très très pro-palestinien, mais c'était, tu sais, c'est pas du tout la même manière de se politiser au Maroc sur la question palestinienne. Et Youssef va réussir à faire le lien dans ma tête, d'abord entre cette question et d'autres questions dans la région. Donc il a participé
beaucoup à ma politisation. Donc voilà. Mais on en reparlera peut-être un jour, mais je ne serais rien sans monsieur Walid Charara. Il n'a pas été le seul. D'autres ont effectivement aussi participé, mais c'était une époque franchement. C'était une époque super. Ouais, c'était vraiment une très très belle époque. Ouais. Alors les gens demandent, elle s'appelle Hajar. Oui. Hajar en arabe, mais voilà, avec un... Hajar, travailleuse humanitaire au Liban. Youssef, c'est toi c'est grâce à toi qu'on a Hajar avec nous. Pourquoi tu as tenu à inviter Hajar? C'est une bonne question. Oui. Parce que Hajar vient de s'extraire de Beyrouth, si je puis dire. Et est à Paris depuis quelques temps. Elle a pu partir, elle est partie de Beyrouth pour différentes raisons, momentanément, hein. Et donc on a la chance exceptionnelle de la voir à Paris. Donc je ne voulais pas manquer cette occasion en tant que témoin de ce qui se passe à Beyrouth, au Liban, depuis plusieurs semaines. Témoin aussi de la région, parce que évidemment quand on est au Liban, on est aussi sensible à ce qui se passe à un jet de pierre, hein. La Palestine, c'est un jet de pierre. C'est tout à côté, et puis de toute la région en fait en général, qui est complètement en émoi depuis un an. Elle était déjà, mais encore davantage depuis un an. Et donc, je voulais avoir un petit peu le ressenti d'une personne qui vit à Beyrouth, et qui en plus est attachée aux questions humanitaires, donc qui est proche des populations, avoir son témoignage sur les populations, sur ce qui se passe, sur comment vivent les gens, comment les gens ressentent les événements récents, et cette terrible agression qu'il y a actuellement, où on est en plein dedans, où on voit les villages libanais du Sud détruits les uns après les autres. Aujourd'hui, on a des villes même qui sont attaquées, on a des villes comme Tyr, Nabatieh en tout cas, du sud Liban qui sont attaqués, bombardés de façon effroyable. Donc c'est en tant que témoin, avant toute chose. Merci beaucoup, Youssef. Et justement, très bonne transition vers la première question. Effectivement, nous, et puis les auditeurs aussi, les viewers du chat aussi, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est quelle est la situation actuellement au Liban? Comment les Libanais vivent cette nouvelle guerre, cette nouvelle agression, à la fois d'un point de vue humanitaire, mais aussi, je pense, d'un point de vue politique, puisque depuis le début de la guerre, il y avait en réalité les affrontements avec le Hezbollah, et depuis le début, il y avait cette idée de ça va nous tomber dessus, ça va tomber sur les civils à un moment ou un autre, un peu comme d'habitude. C'est un peu comme si le Liban devait toujours prendre pour les guerres israéliennes. Voilà, comment est-ce que les Libanais vivent tout ça? Ça a commencé il y a quand même plusieurs semaines, oui. L'affrontement direct. Jusque-là, depuis le 7 octobre 2023, c'était un affrontement sur la frontière, voilà. Disons. C'est depuis le 10 octobre 2023, exactement. Comme vous devez le savoir, après la guerre contre Gaza en 2021, il y a eu, disons, dans un discours, je pense, du djihad islamique, les premiers à avoir parlé de l'unité des fronts. Wahdat Sahat. C'est de dire, en fait, cette idée d'unité des fronts, elle vient de l'idée principale que la prochaine fois que Gaza sera attaqué, il ne faut pas que Gaza reste seul. Et on a bien compris pourquoi, ce qui s'est passé cette dernière année. Et donc, ils vont théoriser un petit peu c'est-à-dire cette espèce de solidarité ou en tout cas d'engagement. Là, tu parles des organisations de résistance libanaises. Hein. Des organisations, pas seulement irakiennes et yéménites. Ah oui, ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Voilà, ce qu'on appelle l'axe de... Mais le terme axe de la résistance est antérieur à l'unité des fronts. À l'unité des fronts, au concept d'unité des fronts qui date vraiment de 2021. D'accord. Et qui, en fait, à partir du 10 octobre, va prendre forme. Parce qu'entre 2021 et 2023, il y a eu d'autres guerres, n'est-ce pas, contre Gaza. Sûr. Mais il va vraiment prendre forme le 10 octobre 2023, où en fait on va avoir le Hezbollah, mais aussi certaines factions irakiennes et les Houthis qui décident de venir du Yémen, en aide à Gaza, mais sous un mot d'ordre qui quand même est très modeste, à savoir le cessez-le-feu. Oui. À savoir un cessez-le-feu. Alors, donc les premières, opérations du Sud vont commencer vers le 10 octobre, mais c'est quand même des opérations qui visent les fermes de Shabaa, qui sont, selon les Nations Unies, occupées par Israël. D'accord ? Donc, territoire libanais occupé par Israël. Territoire libanais occupé par Israël. C'est-à-dire que le Hezbollah n'attaque pas le nord d'Israël, le Hezbollah attaque les forces israéliennes dans les fermes de Shabaa qui occupent, donc qui sont des forces d'occupation selon y compris les Nations Unies. Hein, c'est pas... et puis l'escalade va se faire au fur et à mesure, d'autant plus que cette escalade va se faire que la situation à Gaza va se transformer en génocide ou en tension génocidaire en fonction, je ne suis pas une spécialiste du droit international, mais en tout cas on va avoir des massacres en masse qui dépassent, qui sont au-delà
des objectifs déclarés par les Israéliens, à savoir détruire le Hamas et ramener les otages. On assiste vraiment à une opération, voilà, disons au moins avec une intention génocidaire comme ça a été établi par les organisations internationales concernées et selon les principes même du droit international. Et plus la situation à Gaza va s'embourber, plus les attaques, disons, et plus mais aussi parce que plus les Israéliens vont aussi attaquer, vont faire aussi une espèce d'escalade, et dans le sud du Liban, et y compris en attaquant, comme vous savez, ce qu'ils appellent, eux, des attaques ciblées, mais enfin, elles ne sont ciblées selon un quelconque critère, que ce soit au Yémen, en Irak et en Syrie. Et voilà, on va arriver jusqu'à donc une escalade au fur et à mesure. Mais jusqu'à l'assassinat de Saleh al-Arouri, il faudrait que je me rappelle exactement, c'était quel mois? C'était pas en juin, non, juillet peut-être, je sais pas. Non, je pense avant juillet. C'était en juin. Jusqu'à l'attaque. Qui était donc, rappelle, un cadre. Qui était un cadre important du Hamas. Du Hamas, pardon. Un cadre important du Hamas dans la banlieue sud. Jusque-là, tu sais, depuis 2006. Un cadre du Hamas au Liban, donc à Beyrouth. Au Liban. C'est-à-dire que depuis 2006, en fait, la guerre de 2006 s'est arrêtée avec un certain nombre de ce qu'on appelle les règles d'engagement. C'est-à-dire qu'après 2006, le Hezbollah et Israël n'attaquent pas les civils, ne sont pas censés attaquer les civils. Et le Hezbollah, depuis le départ, depuis 2006, a dit toute attaque contre la banlieue sud, il y aura une retaliation, une réplique, une représaille dans une ville, soit Haïfa, soit Tel Aviv. Donc c'est ce qu'on appelle les règles d'engagement que chacun a posées. Alors c'est des règles d'engagement qui sont totalement informelles, hein, qui sont aussi liées au rapport de force sur place. Mais c'est ce qu'on appelle les règles d'engagement depuis 2006. L'attaque de Saleh al-Arouri dans la banlieue sud de Beyrouth, qui est un cadre du Hamas, qui revenait en plus d'une visite au Qatar et ensuite à Istanbul. Oui, qui était un cadre politique en fait. Qui était un cadre politique, un cadre militaire, qui avait fait, je pense aussi, plus que 10 ans de prison dans les geôles israéliennes, qui est de Cisjordanie, et qui avait été à sa sortie de prison, des prisons israéliennes, qui avait été éloigné, expulsé, en dehors même de la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rentrer en Cisjordanie, n'est-ce pas? Et donc, il va vivre un moment au Qatar, et ensuite à Istanbul, et ensuite pour s'installer dans la banlieue sud. Et là, les Israéliens le tuent avec ses compagnons dans la banlieue sud. Donc ça, c'est la première fois que Israël, depuis 2006... C'est une escalade volontaire, là. C'est une escalade volontaire de dire, y compris au Hezbollah, que les règles d'engagement depuis 2006 n'existent plus, ne tiennent plus. D'accord? Ensuite, assassinat en juillet du commandant militaire du Hezbollah, aussi dans la banlieue sud. Et il faut savoir que, selon le ministère libanais de la Santé, l'assassinat de Fouad Choukr a tué 60 civils. Hein, c'était, je sais pour l'atteindre, ils ont tué. Et là, il va y avoir en 1 mois et demi, 2 mois, une accélération de l'histoire. C'est-à-dire que ça va être premier assassinat du commandant militaire du Hezbollah, ensuite une deuxième attaque qui va toucher le commandement des forces spéciales du Hezbollah, les forces Al-Radwan. Ensuite, ça va être l'assassinat du Saïd Hassan Nasrallah. Ensuite, 2 jours plus tard, ça va être l'assassinat du second commandant militaire qui a remplacé le premier, Ali Karake, militaire du Hezbollah. Et surtout, on va commencer à assister à ce qu'on appelle le carpet bombing, c'est-à-dire les tapis de bombes. Tapis de bombes dans le sud du Liban, notamment dans les villages frontaliers. Et aussi l'assassinat du remplaçant de Sayed Nasrallah récemment. Alors, il va y avoir aussi l'assassinat de Hachem Safieddin, qui est censé... Alors, je ne sais pas s'il était censé remplacer en tout cas, les Israéliens, parce qu'en réalité, les Israéliens, ce qu'ils font, et c'est quelque chose qu'on a vu depuis très longtemps, ils sortent des noms en disant que ces gens-là, il est supposé être commandant militaire, ou il est supposé... On ne saura jamais. En tout cas, Hachem Safieddin était le commandant de ce qu'on appelle le Majlis Jihad, mais le Majlis Jihad, c'est
Oui, c'est une sorte de conseil militaire. Voilà, du conseil militaire du Hezb qui a été assassiné quasiment au même moment, une semaine après Saïd Nasrallah. Et on a vu aussi d'autres tentatives d'assassinat, d'autres responsables du Hezbollah depuis. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il y a beaucoup de civils qui sont tués. En plus, c'est des immeubles entiers qui sont... À chaque fois, il y a beaucoup de civils. Alors, ça diffère d'une fois à une autre. Pour l'assassinat du Saïd Hassan, je ne me rappelle plus du nombre de civils, mais ils ont détruit 8 blocs. 8 blocs d'immeubles. Donc, je ne pourrais même pas vous dire le nombre de civils qui ont été tués parce que c'était des blocs qui étaient très peuplés. On parle de zones qui sont extrêmement peuplées. Hein. C'est pour ça, moi, rien ne m'exaspère plus que l'histoire d'assassinat ciblé. Parce qu'en réalité... il n'y a aucun ciblage. C'est pas seulement qu'il y a un ciblage, c'est que c'est une manière pour moi, tu sais, c'est comme tout ce qu'on parlait, Youssef, mais depuis très longtemps, depuis qu'on se connaît. Je veux dire, dans la scène médiatique, on a popularisé, on a pris comme acquis un certain nombre de termes d'assassinat ciblé, mais comme comment tu appelles ça, de victimes collatérales. Ah oui, c'est ça, oui. Tu vois... Oui. Et donc, il y a une espèce d'excitation collective sur les capacités technologiques de certaines puissances, dont Israël, comme l'histoire des pagers, des beepers qui ont sauté. Tu vois, il y a une espèce d'excitation là-dessus, mais en réalité, qui doit être nuancée. Et quand on parle effectivement du coût civil que tout ça a fait, et aussi même la portée stratégique de ce genre d'opération. Parce que l'idée qui a été vendue par les Israéliens, et c'est pas la première fois, c'est de dire, en fait, nous prouvons, parce que quand les Israéliens font des attaques comme l'histoire des pagers, des beepers, on rappelle, vous vous souvenez l'attaque des beepers. Des beepers. En réalité, il ne s'agit pas seulement... il y a aussi une dimension, il faut très bien le comprendre, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de l'armement, mais aussi une dimension de show-off à l'égard de leurs partenaires en leur disant, regardez les capacités militaires que nous avons, regardez, on est capable de faire ce que vous n'avez pas réussi, etc. On en reviendra après, je ne veux pas prendre... de temps à expliquer tout ça, mais bon, face à toutes ces excitations, il faut aussi revenir un petit peu sur Terre et comprendre un peu ce qui se passe et les conséquences des choses. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, voilà, une grande partie des villages du sud du Liban sont complètement détruits. 60% de la ville de Nabati est détruite. 60% de la ville. C'est une ville historique. Plus, le centre il y a une. C'était une belle ville, Nabati. Il y a des villages qui datent des temps bibliques dans le sud du Liban qui ont été complètement détruits. Ça, ce n'est pas arrivé même en 2006. La différence avec 2006, c'est l'étendue de la destruction, mais aussi l'étendue des attaques. C'est-à-dire que tu as maintenant des attaques extrêmement féroces, et on l'oublie, contre la Beka, contre la vallée de la Beka. Oui. La Beka n'a jamais été détruite de cette manière, n'a jamais été ciblée de cette manière. Jusqu'aux ruines de Baalbek même, on dit. Jusqu'aux ruines de Baalbek, les ruines de Baalbek... qui sont des ruines extraordinaires. 40 mètres à côté des ruines ont été ciblées. Tu as des villes comme Tyr qui sont très grandement touchées. Je pense qu'on parle aussi là, de 30 à 40% de la ville de Tyr qui est complètement détruite. Alors Tyr, il faut comprendre, Tyr c'est une ville de l'Antiquité qui est très connue. C'était un grand comptoir commercial qui a été même le siège d'une puissance, Tyr, une puissance navale. C'est absolument incroyable de voir ces villes qui sont des vestiges qui remontent à des milliers d'années parfois et qui sont détruites de la sorte comme ça. Voilà, sur des bombardements qui ne respectent absolument rien, aucun code, aucun même objectif militaire, c'est ça Et surtout, je tiens vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir dans tout ce qui se passe, c'est un point fondamental, c'est que pour moi, c'est impossible de comprendre la stratégie israélienne au Liban sans avoir en tête Gaza, et c'est pour ça que, pour moi, le principal objectif, et je pense qu'il faut croire les Israéliens, je pense qu'il faut croire Galante quand il dit que moi je ferai Galante, c'est le ministre israélien de l'agression. Ouais. Absolument. Quand il dit que moi je ferai en sorte que le Hezbollah ne puisse plus se reconstituer dans la banlieue sud, qui est complètement détruite, la banlieue sud est complètement détruite. Quand il dit que je ne ferai en sorte que le Hezbollah ne puisse plus revenir s'installer dans le sud, pour moi, ce qu'il faut entendre ici, c'est que je ne laisserai pas les chiites se réinstaller dans ces zones-là. Alors voilà, c'est ça. On a l'agression ciblée contre une communauté. C'est ça.
Ça, c'est important. Justement, qu'est-ce que tu dirais parce que nous, on entend beaucoup dans les médias, en France en tout cas, comme quoi les objectifs de Netanyahou, c'est de détruire les chefs du Hezbollah, des chefs du Hezbollah, d'avoir des opérations ciblées, d'épargner toujours les civils. Qu'est-ce que tu penses, toi? Quel est l'objectif de guerre de Netanyahou? Est-ce que c'est la guerre pour la guerre? Ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour Israël? Écoute, moi je pense que les gens qui disent que l'objectif de Netanyahou c'est juste de s'en prendre au Hamas ou au Hezbollah, moi je pense que les gens qui ont ce type d'argument sont fondamentalement des gens de mauvaise foi pour une raison très simple, c'est que les chiffres des victimes civiles maintenant on les a. C'est-à-dire que maintenant on n'est pas dans la... C'est pas juste des dommages collatéraux. Quand tu affreuse expression d'ailleurs. Je vous renvoie vers un article du plus prestigieux journal médical américain, le Lancet, quand il dit que à Gaza, il y a au moins 180 000 morts, ce n'est pas sur une population de 200 000, ce n'est pas un dommage collatéral. Quand on voit qu'il y a systématiquement depuis 12 mois une volonté de... Je pense que dans d'autres émissions, vous en avez parlé, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais quand on voit comment les populations ont été poussées vers Rafah pour créer une espèce de nettoyage ethnique dans le nord qui maintenant est quasiment établi, je pense que c'est la même chose au Liban. Au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 3000 morts au Liban, en moins de... parce qu'il y a la première phase, mais la première phase, on parlait de 200-300, c'était principalement des combattants du Hezbollah. Entre-temps, là, on est à plus que 2600 morts civiles. On est à peu près, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, donc prière d'aller double-checker mes chiffres, mais je pense qu'on est à quelque chose comme 16 000 blessés, dont 900 graves. On parle aussi de civils. On parle de 1 200 000 personnes qui ont été déplacées du sud du Liban et de la banlieue sud du Liban vers d'autres régions. Alors justement, tu vas nous expliquer comment ça se passe pour eux. Oui. Mais justement, là, tu parlais de la Palestine. En quoi est-ce que le Liban joue un rôle stratégique différent par rapport à la Palestine pour Israël? Parce qu'on dirait, bon, tu l'as dit, certes, Israël veut aussi occuper le Liban, mais ce n'est pas de la même façon que la Palestine. Quel est le rôle du Liban, en fait, pour Israël? L'objectif annoncé au départ par Benjamin Netanyahou, c'est de permettre le retour des habitants du nord d'Israël dans leur colonie. Ça, c'est l'objectif, n'est-ce pas? Bon, pour arriver à cet objectif, il y a deux options. Il n'y en a pas une troisième. C'est-à-dire soit créer une zone tampon, d'accord, au sud du Liban. Au sud du Liban, ce qui veut dire une occupation israélienne. Qui s'est déjà réalisée dans le passé. Alors, pas qu'une seule fois. Bah oui, à plusieurs reprises. Parce que c'est ce qu'on parlait. L'histoire, des fois, malheureusement, se répète de manière très tragique. Hein. C'était la raison de l'agression israélienne en 74, c'est ça, Youssef? Oui. En 75. Et 78. 78. 82. Tu sais qu'en 82, et ça c'est très important, quand il y a eu l'invasion de Beyrouth, les Israéliens n'avaient pas dit on veut envahir Beyrouth. Au départ, ils ont dit zone tampon. Ça, c'est mais bien de revenir sur ça. Je renvoie sur un article, en plus, il a été fait par Hassan Salem, c'est pas ancien envoyé spécial des Nations Unies, ancien ministre de la culture libanaise, c'est pas moi qui le dis. Père d'une certaine... journaliste de la télévision. Le pauvre, choisit pas ses enfants, choisit pas sa famille. Mais pour le coup, dans un article, il explique très bien en disant l'appétit vient en mangeant. Et on a aussi une expérience avec les Israéliens sur cet appétit qui vient en mangeant. C'est-à-dire qu'ils te fixent des objectifs militaires et politiques, mais en réalité, à la fin, on se retrouve toujours avec d'autres réalités et d'autres ambitions. Et la preuve, si on analyse le discours de Netanyahou, c'est parti de je détruis les capacités militaires du Hamas, à je combats 7 pays, 7 fronts, ce qu'il appelle on est en guerre contre 7 fronts, les 7 fronts étant donc Gaza, la Cisjordanie, le Liban, l'Irak, le Yémen et l'Iran. Et la Syrie. Et la Syrie. Et la Syrie, pardon. Et la Syrie. Je me disais, j'en avais oublié un septième. Maintenant, je veux changer le Moyen-Orient. D'accord, maintenant, Netanyahou, nous allons remodeler le Moyen-Orient. Nous allons remodeler le Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que je dis ça? Donc, le Liban, dans cette histoire, c'est au départ, voilà, c'est permettre aux citoyens du nord d'Israël de revenir on va créer une zone tampon. Au-delà du Litanie. Dans le nord du Litanie,
Au nord du Litani. Même carrément au nord du Litani. Maintenant, ils disent au nord du Litani. Ah oui, alors le Litani, c'est une rivière qui traverse horizontalement le sud Liban. Exactement. Enfin, c'est un fleuve. Donc, au départ, la 1701, la résolution des Nations Unies qui concerne, si tu veux, la gestion de l'après 2006, c'est de dire il ne faut pas qu'il y ait de phénomènes armés au sud du Litani. Alors, ça suppose aussi un certain nombre d'obligations pour Israël. Notamment, c'est que la FINUL doit aussi se déployer dans le nord d'Israël et qu'Israël n'a pas le droit de violer l'espace aérien libanais, sans vouloir faire rentrer les gens dans beaucoup de détails, ce qui n'a jamais été le cas. Oui. Mais donc la FINUL est déployée seulement au sud du Litani, mais maintenant les Israéliens ils disent on veut s'assurer que le Hezbollah ne va pas revenir jusqu'au nord du Litani. D'où les bombardements intensifs et la destruction systématique de toute l'infrastructure, de tous les villages dans cette région-là. Et c'est pour ça que maintenant, ça touche aussi des villes comme Nabati. Et Nabati n'est pas au sud du Litani, par exemple. Oui. À titre d'exemple, c'est pour ça aussi qu'ils tapent la Beka, etc. etc. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair pour ta question, mais au jour d'aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on en est au Liban. Alors. Ok, juste revenir, on n'a pas insisté sur la situation humanitaire. Justement, voilà, parce après, on reviendra sur les objectifs politiques israéliens qui sont constants depuis très très longtemps, en fait, depuis la guerre civile libanaise, parce qu'il y a aussi des constantes. Alors, d'abord, sur la situation on a des milliers de morts, des milliers de blessés, on a des bombardements, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, un peu comme ce qui se passe à Gaza, donc une stratégie de bombardement, même s'il y a aussi des terrains armés militaires au sol. Comment ça se passe au niveau de la gestion humanitaire, au niveau du système de santé, des hôpitaux, parce qu'à Gaza on voyait qu'ils étaient à bout de souffle, le système hospitalier était à bout de souffle. Comment ça se passe au Liban? Alors sur le ministre de la Santé, là au jour d'aujourd'hui je pense qu'il y a 7 hôpitaux libanais qui ne sont plus du tout fonctionnels parce qu'ils ont été soit partiellement, soit complètement détruits par les Israéliens, ou soit parce que les Israéliens ont demandé l'évacuation de ces hôpitaux. Au jour d'aujourd'hui... On parle bien du Liban, là. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment bis repetitas. C'est pour ça que je vais essayer autant que faire se peut de ne pas rentrer dans les détails, mais vraiment à vous renvoyer ce qui se passe à Gaza, c'est absolument la stratégie. Alors ça ne veut pas dire qu'ils peuvent, on reviendra là-dessus. Mais en tout cas, l'intention étant la même. Les équipes médicales, par exemple, tu as des secouristes qui soit sont considérés comme étant proches du Hezbollah, soit qui sont, quand je dis des associations, mais ces associations, qu'elles soient proches du Hezbollah ou du mouvement Amal, sont reconnues par l'État, officiellement par l'État libanais, comme étant des organisations de secourisme. D'accord ? Donc pour ça, il y a un certain nombre de critères pour être reconnu par l'État libanais, parce que contrairement à ce qu'on dit, le Hezbollah, nous, on ne contrôle pas l'État libanais. L'État libanais, si pour avoir un agrément, tu vois, voilà, tu as un certain nombre de trucs, y compris les mêmes conditions, c'est-à-dire que pas de discrimination, de neutralité comme la Croix-Rouge, n'importe quelle ONG, comme n'importe quelle ONG. Au jour d'aujourd'hui, tu as des dizaines de secouristes qui ont été systématiquement tués dans le sud du Liban, ou dans la banlieue sud du Liban, ou qui sont empêchés d'aller porter secours. Des ambulances qui ont été ciblées délibérément. Et je vous rappelle un incident qui a eu lieu il y a 10 jours, et c'est une des raisons pour lesquelles la FINUL a été aussi, le contingent irlandais avait été attaqué, avait été ciblé, parce que l'armée libanaise... L'armée... c'est absolument l'italien, mais dans ce ciblage-là, je ne sais pas si les Italiens étaient là, l'armée libanaise, avec le contingent irlandais, avec la Croix-Rouge libanaise, était partie dans un village du sud pour retirer les morts. Ah oui, d'accord. Pour retirer les morts, parce que de toute façon, ça faisait une semaine que les Israéliens les empêchaient même d'aboutir, donc ce qui veut dire que même s'il y avait eu des blessés qui auraient pu survivre, ça n'a plus été le cas. Donc ils empêchaient, et c'est comme ça, c'est à cause de ça que le contingent irlandais, c'est comme ça, voilà comment il a été attaqué. Parce que les Israéliens empêchaient, y compris une force des Nations Unies, d'accompagner le Croix-Rouge juste pour retirer les morts. Et c'est toujours le cas dans beaucoup de régions, y compris dans la banlieue sud de Beyrouth. Hormis le fait que, tu me parlais de l'humanitaire, par exemple, moi ça fait 12 jours que je suis à Paris, en traversant, parce qu'il faut traverser la banlieue sud pour aller à l'aéroport. Moi, personnellement,
j'avais l'impression, et pourtant depuis l'époque où je connaissais cette région du monde, j'ai l'impression d'avaler de la javel alors que j'étais dans la voiture. Tu veux dire au niveau des émanations? Je ne sais même pas avec quoi ils sont en train de taper. Tu veux dire les émanations qui restent, les restes de bombardement sont incroyables. Ah oui. Youssef, je t'assure, c'est incroyable. J'ai déjà été dans des zones bombardées de guerre. Tu vois, j'étais journaliste. Oui. J'ai été oui, tu es allé souvent en Irak en plus. J'étais souvent en Irak, mais aussi même dans les combats qui a eu lieu entre à la frontière libano-syrienne, oui. À Arsel et au-delà d'Arsel. Donc, je n'ai jamais senti ce type de c'est vraiment. Il demande dans le chat s'il y a des bombardements au phosphore. Au phosphore, dans le sud, maintenant, c'est établi, y compris par les Nations Unies, y compris par la FINUL. La FINUL a rapporté des bombardements au phosphore, mais il y a un doute, alors il faudra un petit peu attendre, il y a un grand doute que pour tuer le Saïd Hassan et d'autres cadres, ils ont utilisé autre chose que le phosphore. Oui, parce que... Alors, phosphore, déjà phosphore, les villages dans le sud sont des villages agricoles. Donc déjà, quand tu tapes au phosphore, ça veut dire que pendant des années, tu ne peux plus cultiver ces terres. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi à Gaza, dans la bande de Gaza. C'est-à-dire de stériliser les terres. Comme ça, les gens ne reviendront pas parce qu'ils n'auront plus de source de revenus. Il n'y aura plus de raison de revenir. Ça a été vraiment étudié en tant que tel. Et après, c'est une dimension incroyable de la destruction qu'on n'a jamais vue. Et après la libération de 2000, pendant des années, les gens... la population du Sud s'est battue pour pouvoir refaire de ces terres des terres agricoles, de pouvoir et je me rappelle parfaitement, en 2001, j'étais au sud du Liban, j'avais rencontré des agriculteurs. Au sud du Liban, ils font beaucoup l'agriculture de tabac. Oui, la culture de tabac. Depuis très longtemps. Tabac roulé depuis très longtemps, etc. Et tu sais, ils avaient tous les mêmes taches sur le visage. Ah oui. Tu sais, c'est des taches très... comme des espèces de brûlures, tu vois. Mais des brûlures superficielles, mais des brûlures. Et c'est comme ça que Médecins du Monde, à l'époque, m'avait expliqué, tu sais, Médecins du Monde, c'était notre ami Arif. Oui, bien sûr. On la salue, c'est elle nous regarde. Bah oui. Mais voilà, qui m'avait expliqué que ça, c'est à cause du phosphore. Et ça, il a fallu des décennies pour que le Liban puisse se débarrasser de ça. Mais là, le phosphore, il est utilisé de manière beaucoup plus intense et il est très probable, mais on attendra. Je ne m'avance pas, je ne suis pas spécialiste, mais vu ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, y compris quand j'étais à Beyrouth, je veux dire, avant même de traverser la banlieue sud. Oui. Beyrouth, c'est très petit. Beyrouth, c'est même pas un arrondissement à Paris, donc tout est relatif. Quand on dit Beyrouth et la banlieue de Beyrouth, c'est peut-être... c'est même pas le 92, parce que moi j'ai grandi dans le 92, mais c'est ça. Donc même à Beyrouth, on se demandait, tu sais, par WhatsApp, on se disait, mais vous sentez une odeur bizarre, c'est quoi? On savait pas vraiment. C'est vraiment quand j'ai traversé la banlieue sud que je me suis aperçu que ça, c'est pas le phosphore, ça, c'est autre chose. Justement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la suspicion d'emploi d'armes avec des gaz, c'est lorsque Nasrallah a été assassiné. Et c'est ce récit, en fait, celui qui a retrouvé le corps de Nasrallah dans les décombres, lui-même portait un masque. Il portait un masque à gaz. Il portait un masque à gaz. Et beaucoup de secouristes sont obligés de porter le masque à gaz parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont découvrir dans les décombres, etc. Et puis ne serait-ce que l'odeur, comment des morts, enfin, c'est des émanations. Absolument. Donc souvent, ils ont des masques à gaz. Et on sait qui est-ce qui a découvert le corps. C'était quelqu'un qui était absolument décidé à retrouver le corps dans les décombres, le corps de Nasrallah. Et lorsqu'il a fini, et c'était vraiment quelqu'un d'acharné, il disait non, je vais y arriver. Et il finit effectivement par trouver, lui, le corps de Nasrallah dans les décombres de l'immeuble. Ce jour-là, il y a eu des tas d'autres victimes dites collatérales. Et il se trouve que, en fait, le récit, c'est pas lui qui a fait le récit, parce qu'il est mort, en vérité. C'est qu'on a trouvé le corps de Nasrallah et à ses côtés, le corps de ce secouriste. Ce secouriste qui, au départ, portait un masque, eh bien... on a compris que le masque, il l'avait mis sur le visage de Nasrallah. Parce que quand il a découvert le corps, il pensait qu'il était encore vivant, qu'il était possible de le réveiller. Donc, il a retiré son propre masque à gaz, il l'a mis sur le visage de Nasrallah. Et en faisant cela, il s'est suicidé. Parce qu'il a été tué, ce secouriste. Il ne s'est pas suicidé parce qu'il pensait qu'il pouvait tenir. Il pensait qu'il pouvait tenir. Enfin, c'était pas un suicide. Mais il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. En fait. C'est terrible comme histoire. Donc, ça veut dire que... Et il n'y avait aucune trace, donc visiblement, Nasrallah est mort par les gaz. Et il y a un journaliste israélien, d'ailleurs, de Haaretz, je crois, qui l'avait dit, qui avait dit, de toute façon, ils n'en échapperont pas,
s'ils ne sont pas tués par l'explosion, et visiblement Nasrallah n'a pas été tué par l'explosion. Son corps est intact. Son corps est intact. Et il aurait donc été tué par ces émanations de gaz. On ne sait pas encore quelles armes utilise Israël, c'est pour dire ce qui explique, entre autres, les odeurs que tu as. De toute évidence, ce n'est pas que de l'explosif qu'Israël utilise, hein, et il y a une suspicion d'usage d'armes qui seraient binaires, enfin explosifs, et peut-être autre chose comme des gaz ou autre. Voilà. C'est quelque chose de terrible parce qu'il n'y a personne pour enquêter là-dessus. Et qui va oser aujourd'hui dire à Israël, vous utilisez des armes, Israël utilise des armes tellement interdites qu'une de plus ou une de moins, parce que je rappelle que les armes au phosphore blanc sont rigoureusement interdites. Moi, je me souviens du phosphore blanc, c'était en 82, au moment de l'invasion du Liban, où un médecin, je me rappelle très bien, un médecin norvégien... Tu sais qu'il est à la bâtille ? Ah bon ? Mais oui, je te jure. Ce médecin ? Ah oui. Ce médecin est absolument incroyable. Un jour... Ah oui. Alors, il n'est pas francophone, mais je peux vous mettre en contact avec lui. Il a une constance. Là, il est médecin norvégien, pardon. Bah oui. Donc là, il est... Et en 82, il avait les corps de 2 bébés, 2 jumeaux, qui avaient été brûlés au phosphore blanc, qui étaient morts. Hein. Il dit, regardez le phosphore blanc. Donc, les corps étaient encore en train de se consumer. Et il trempe les 2 corps des 2 pauvres bébés dans une bassine d'eau, il les ressort, et ça continue à se consumer. C'est-à-dire que même avec l'eau, ça continue à se consumer. C'était absolument horrible. Je rappelle oui, en général, c'est ce qu'on nous dit, même, je veux dire, quand on fait du travail humanitaire, on nous prévient toujours que quand on est touché avec... Voilà, absolument, c'est Mats Gilbert. Voilà, merci, personne, un type absolument formidable. Ah, on a un public très réactif. Vraiment, qui trouve Non, vraiment. Non, mais merci à vous. Et puis, merci. Et grand hommage à ce monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer à Beyrouth, parce que c'est quelqu'un qui a une constance, qui a voulu absolument aller à Gaza, qui, bien sûr, les Israéliens n'ont pas laissé, mais voilà. Il est actuellement à Beyrouth et il soigne des Libanais, et pour l'instant, il refuse de quitter l'hôpital de Nabatiyeh. Et donc, des gens comme ça, qui est pris sous le feu. C'est absolument formidable. Mais donc, pour revenir sur ta question humanitaire, donc voilà. Donc, il y a les armes interdites, il y a le tapis de bombes, destruction totale de tous les villages qui sont frontaliers. Alors, vous devez savoir que là, on dit dans le dialecte libanais, quand on va au sud, on monte vers le sud. Oui, parce que c'est en hauteur. Hein. Parce que c'est en hauteur. Donc vous avez une plus belles... c'est une des plus belles régions. C'est vraiment une très belle... Il y a le fameux château de Beaufort aussi. Bien sûr. Pleine de rivières et tout ça. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. C'est des gorges, c'est des vallées. Voilà. Il y a une très grande tristesse. Parce que tout simplement, les Libanais payent le prix aussi... de leur solidarité avec les Palestiniens, parce qu'en réalité, les Libanais payent le prix du manque de courage. Pardon si je deviens un petit peu émotionnelle. Bien sûr, bah oui. Je t'ai dit que c'était pas... Ouais. Du manque de courage des Occidentaux, je pense. Absolument. Du manque de courage des Occidentaux et du fait que personne ne fait rien pour les Palestiniens. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très important de le dire et de leur rendre hommage. Oui. Donc voilà, il y a une grande tristesse, c'est pas évident. Ouais. On a nos familles, on a nos... Ben, bien sûr. Oui, parce qu'il faut rappeler les gens qui disent... Je t'ai dit que c'était pas le bon jour. Oui. Non, mais c'est vrai, mais nous, de l'extérieur d'ici, on a bien le sentiment, on a l'impression que c'est une population qui est prise en otage, parce que certes, d'un côté, il y a la politique, mais après, il y a les personnes qui vivent, qui ont un travail, qui ont une famille... qui n'ont rien demandé, en fait. Mais oui, mais justement, ce qu'on demandait aux Libanais, ce que l'Occident s'est demandé aux Libanais, laissez crever les Palestiniens, c'est pas votre affaire. Exactement. Ne vous occupez pas de ça. Laissez-les se faire massacrer, parce qu'ils ont l'habitude depuis toujours, hein, depuis 48 on les massacre. Qu'est-ce que vous venez vous mêler de cela? Et en fait, ce qui se passe, et d'ailleurs ensuite on va voir les répercussions peut-être au plan politique au Liban entre les différentes communautés, c'est que Israël joue sur le fait, vous les jouez, ce qu'on va faire à Gaza va être tellement terrible que personne va oser broncher. Et on va assister... Et ça, pardon pour ce moment d'émotion, mais je pense que ce moment d'émotion, il vient aussi parce que ça fait 1 an qu'au Liban, on voit ce qui se passe à Gaza. C'est ça. Et vous devez savoir, si vous vivez à Beyrouth, pour vous, Saint-Jean d'Acre, Haïfa, Gaza, c'est à quelques heures. Hein, bien sûr. Bien sûr. Hormis le fait qu'il y a beaucoup de Palestiniens au Liban. Donc tout ça, je veux dire, on n'a pas le recul
géographique Bien pour sûr. prendre. Donc ça fait 1 an qu'on voit tout ça. Bien sûr. Ça fait 1 an qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tout le monde trouve que c'est absolument normal que les Palestiniens vivent ça, pourquoi est-ce que les enfants palestiniens ont droit à ce traitement. Et je pense qu'une des plus belles choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, même si j'essaie d'éviter les réseaux sociaux, mais une des plus belles choses que j'ai vues, c'est je pense que Gaza a prouvé que génocider des Arabes, c'est OK pour ce système international. Et je pense que, vraiment, les gens qui soient en Europe ou dans les autres pays, et là je parle aussi en tant que Marocaine ou en tant qu'Algérienne, tu vois, de croire que ça ne concerne que le Moyen-Orient, et de ne pas voir aussi la valeur et l'étendue de ce que ça suppose, tu vois, de dire que voilà, parce qu'il y a une spécificité qui nous est appliquée systématiquement. C'est-à-dire que tout le système international, je travaille pour une organisation humanitaire, tout le système international n'est pas consensuel, et beaucoup moins consensuel que ce qu'on peut croire. D'accord ? Vous avez les pays du Sud, le Sud global, le Nord, etc. Y compris dans le Nord, on peut voir des divergences, etc., etc., etc. Mais il y a une spécificité qui ne concerne que notre région à nous, c'est-à-dire que tout à coup, ce système, il peut devenir complètement dysfonctionnel. Le droit international n'a absolument plus aucune valeur. Comment expliquer ? C'est normal de tuer des enfants, c'est normal de mettre une population de 2 millions... normaliser, c'est une normalisation du génocide. C'est normal, c'est normal. C'est-à-dire que, bien sûr. Voilà, moi je déteste la comparaison entre les... Parce que le problème, c'est que ces comparaisons qu'on fait, en général, considèrent que elles ne concernent que les peuples du Sud. D'accord ? En vérité... les 30-40 dernières années, les grands génocides, les grands drames ont toujours eu lieu dans le Sud. Donc je me refuse de faire une quelconque comparaison avec n'importe quelle autre population dans le Sud qui se fait génocider ou tuer. Vraiment, ça c'est un... Mais, le consensus des pays du Nord à l'égard de Gaza, c'est unique. C'est unique. C'est unique de voir une ministre allemande de dire les terroristes se cachent derrière les civils, donc c'est pas grave de tuer les civils. Mais en France, on a eu la même chose. Hein. Tu dois le savoir, aux télé françaises, tu le sais très bien, on a eu absolument ça. On a même eu, je ne sais plus qui, une députée, je crois, macroniste, qui disait ce ne sera pas la même chose pour le... oui, certes, il y a des enfants à Gaza qui vont mourir, mais ils ne mourront pas sans savoir qu'effectivement, c'est pas eux qui étaient visés spécifiquement. Non, mais je me rappelle. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est absolument... Je me souviens on a de ça. Des paroles que je dis, des paroles d'un fascisme incroyable. Au-delà de la parole, on sait parfaitement, on fait très bien le lien parce qu'on est aussi entre... C'est ça, c'est Céline Pina. Oui. On fait très bien aussi le lien, si tu veux, entre toute l'islamophobie ambiante et ce qui se passe là-bas. Mais le problème, c'est pas seulement les paroles fâcheuses, c'est des politiques institutionnelles. Oui. Tu vois, il s'agit de politique. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, après 1 an de génocide à Gaza, après l'extension de la guerre au Liban, d'accord, de manière institutionnelle, c'est ça. L'Occident soutient Israël. Tu as raison de le préciser. On n'a pas affaire à une bande, on va le voir quand on parlera du Congo tout à l'heure. Il y a des bandes armées, etc. Tandis que là, il s'agit d'États occidentaux, normalement régis par une certaine normalité, une certaine rationalité, qui se prétendent civilisés, qui se prétendent même, ils disent même, en parlant d'eux, ils disent la communauté internationale. Et tu as parfaitement raison, cette prétendue communauté internationale qui justifie totalement, et surtout qui interdit à quiconque d'avoir la moindre émotion sur ce qui se passe à Gaza. Et c'est pour ça que... Disons-le, Nasrallah est mort parce qu'il s'est occupé de Gaza. N'oublions pas, ceux qui meurent actuellement au Liban, ils pourraient très bien... C'est parce qu'ils se sont occupés de Gaza. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde qu'aujourd'hui, le Liban et peut-être demain d'autres pays de la région paieront le prix parce que les autres ont été lâches, parce qu'ils ont laissé faire. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Mais la question fondamentale, c'est qu'on a rarement vu un conflit, je ne veux pas supposer de tous les conflits, je n'ai pas suivi tous les conflits, mais on a rarement vu un conflit où toutes les organisations des Nations Unies, toutes, sans exception, parlent d'intention génocidaire, parlent de famine, parlent d'armes interdites, parlent à Gaza, au jour d'aujourd'hui, l'estimation, c'est quoi ? Je ne veux pas dire de bêtises, c'est quoi ? Combien d'enfants ? 16 000 enfants tués ? Oui, environ 16 000 enfants. 16 000 enfants tués, dont 7 000... Alors, il y a 6 000 bébés, hein.
Non, 6 000 enfants en bas âge. On n'a jamais vu une situation comme ça, où tu as toutes les... Mais vraiment toutes, d'accord ? Un tel consensus de ces organisations, je tiens à vous dire, comme quelqu'un qui travaille pour les organisations, c'est rare d'avoir des consensus sur au sein des agences des Nations Unies. Hein. Déjà ça en soi. Mais là, il y a un consensus et à côté, un soutien politique inconditionnel à Israël. Oui. D'accord ? Oui. Donc, je vous renvoie vers un article qui est sorti aujourd'hui. Je pourrais vous l'envoyer si ça intéresse vos... dans lequel... ah bah tiens, c'était dans Libération. D'accord. Des Libérations, un article qui est sorti disant Israël ne peut pas, militairement, c'est un ancien colonel de l'OTAN, je pense, Ancel, Guillaume Ancel. Ah oui, Guillaume Ancel, oui, exactement, tout à fait. Qui disait, techniquement, militairement, Israël ne peut pas faire ce qu'elle fait si elle n'a pas le soutien des Américains. Il est assez intéressant, ce Guillaume Ancel. Ouais. Et donc... À ne pas confondre avec un autre Ancel. Il ne faut pas se tromper. Israël ne peut pas faire ce qu'elle fait aujourd'hui dans la région. Et il ne faut pas aussi se tromper. La dernière fois qu'on a vu un tel génocide, une telle impunité, une telle violation du droit international, et moi, on en a discuté, pour moi, les Nations Unies vont se terminer exactement comme la SDN. On en a parlé de la SDN tout à l'heure. Tu vois ? Donc moi je pense qu'on voit les derniers jours ou les derniers mois ou les dernières années des Nations Unies après ce qui s'est passé. La dernière fois que j'ai vu quelque chose de cette ampleur-là, c'est en 2003. Et à l'époque, je connaissais déjà le Moyen-Orient. Oui. Et c'est pour ça que... L'invasion de l'Irak. L'invasion de l'Irak. Et c'est pour ça qu'il y aura des conséquences dans la région exactement comme celle de 2003. On est parti pour au moins une décennie de grave instabilité et de guerre. Et cette instabilité va évidemment, un jour ou l'autre, toucher l'Europe. Bien évidemment, il serait illusoire que l'Europe se dise ça se passe là-bas, on soutient, il n'y a pas de retour. Ce qu'on appelle le backlash, le retour de flamme. Et alors, ça, c'est une chose. Au niveau du quotidien, toutes ces populations qui viennent du Sud, plus d'1 million de réfugiés. 1,2 million. Comment ils font ? Où est-ce qu'ils vivent ? Parce qu'ils remontent vers le nord pour essayer de... Alors, la plupart de ceux qui vivent dans le Liban Sud, dans la banlieue sud, sont allés vers Beyrouth. Dans les autres banlieues... Et ils vivent où ? Beaucoup d'entre eux, la majorité, dans des écoles. Dans les écoles ? Dans des hôtels, comment tu dis réquisitionnés ou... Même pas réquisitionnés, non. Pas dans des hôtels ou des immeubles... Insalubres, non ? Oui, voilà, insalubres, c'est-à-dire qui ont été complètement laissés à l'abandon pendant... Moi, je me rappelle, avant de venir, j'ai beaucoup travaillé avec des déplacés. Et là aussi, j'appelle vos auditeurs et auditrices à ne pas oublier le Liban dans les dons. Alors, bien sûr, Gaza, toujours Gaza, mais pas oublier aussi le Liban. Parce que, par exemple, juste avant de venir, j'étais dans une espèce d'hôpital délaissé à Ramlet el-Baïda, c'est un quartier de Beyrouth. Et il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de douche, il n'y a rien du tout. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que les gens ils vont là où ils peuvent. Et il y a beaucoup qui sont partis aussi un peu plus vers le nord, c'est-à-dire ils cherchent là où c'est possible. Le problème principal, et c'est très important aussi peut-être pour vous de savoir que les Israéliens ont systématiquement fait des attaques dans des zones où il y avait des déplacés, des réfugiés, pour créer la psychose dans d'autres communautés. Dans d'autres communautés. Ça, on va aborder la question. Pour qu'ils ne reçoivent pas, pour qu'ils n'acceptent pas que des chiites ou des déplacés chiites viennent chez eux. C'est pour ça que je parlais de sociocide, parce que c'est une attaque qui est... Et puis maintenant, on sait, je veux dire... C'est dans les médias, c'est dans les déclarations officielles de l'État libanais. On sait, Eden par exemple, ou alors justement, alors si je peux me permettre, chers amis, d'intervenir là, c'est un point qui est très intéressant, mais qui montre une stratégie constante d'Israël, qui est une stratégie coloniale depuis toujours, de division communautaire. C'est-à-dire que le Liban, il y a 18 communautés, quelque chose comme ça, au moins. 18 communautés différentes, religieuses, d'origine, ethnique, ce que vous voulez. Et grosso modo, ces communautés vivent entre elles, vivent bien entre elles. Ça marche pas le truc de la guerre des civilisations. Non, ça marche pas. Mais justement, le but de l'agression israélienne actuellement, j'ai l'impression, tu vas nous dire ce que tu en penses, Hajar, consiste aussi à diviser les communautés. C'est-à-dire qu'on voit bien que, tu l'as dit tout à l'heure, la communauté qui est d'abord ciblée, ce sont les chiites. Réputés des rebelles et qui effectivement à travers des organisations Hezbollah, Amal ou d'autres associations, mouvements expriment leur solidarité avec les Palestiniens. Mais donc on vise les chiites, on épargne certaines communautés, de temps en temps on les cible
Donc il y a toute une stratégie là, tu peux un peu nous dire, et tu parlais de ce village de Aden aussi justement. Alors on a déjà vu ça, n'est-ce pas, dans l'histoire du Liban, bien avant même la création d'Israël par les Français. Bien sûr, en 1920, le Liban, rappelons, le Liban a été créé en 1920 par les Français. En 1943, la déclaration de l'indépendance. Et la déclaration de l'indépendance, c'est 1943. Mais même la guerre de la montagne, 1843. Mais que cela ne vous donne pas qui opposait les Druzes et les chrétiens. Voilà, mais qui était en fait une guerre entre les Britanniques entre les Anglais et les Français. Absolument. Mais que cela ne vous donne surtout pas, et Myriam a absolument raison quand elle parle du Congo, que cela est vraiment, j'insiste là-dessus, les amis, on n'est pas des peuples, que ce soit congolais, marocains, algériens, libanais, palestiniens, on n'est pas dédiés à la violence. Non, c'est une histoire très moderne qui est liée à la colonisation. Bien sûr. Je pense que quand vous allez parler du Congo, je pense que la démonstration, elle est très facile à faire, et je vous renvoie vers un livre qui a été un livre majeur dans ma compréhension de ces choses-là. C'est le livre de Sven Lindqvist, Exterminer toutes ces brutes. Qui est vraiment, pour moi, on vous recommande ce livre de Sven Lindqvist, Exterminer toutes ces brutes, qui est absolument fondamental pour comprendre, qui a été réédité 3 ou 4 fois. Absolument, qui est un carnet de voyage où en fait cet auteur suédois va du sud de l'Algérie jusqu'au Congo. Et en faisant son carnet de voyage, il va raconter aussi les exterminations coloniales et les divisions coloniales créées, celle du Rwanda entre les Tutsis et les Hutus et tout ça. Voilà. Mais lisez-le, il est fondamental, et il permet aussi de comprendre aussi nos réalités. Nous ne sommes pas, des peuples. Il y a un film qui a été fait par Peck. Là-dessus. Voilà, on n'est pas des peuples qui sont dédiés à la violence. Et ce n'est pas vrai. Historiquement, ce n'est pas vrai. Je veux dire, tu es prof d'histoire, je suis sûr que tu pourras l'expliquer mieux que moi. Mais voilà, donc en tout cas, on a déjà vu ça, cette tentation d'essayer d'utiliser toujours une guerre extérieure coloniale, parce que... Je pense que tu as déjà, Myriam, toi et tous vos invités, expliqué de manière très extensive c'est quoi le projet israélien dans cette région. Et quand Netanyahou dit « je veux remodeler le Moyen-Orient », il faut savoir que c'est la première fois qu'un président israélien le dit depuis Ben Gurion, ou si ce n'est les textes de Théodore Herzl dans lequel il disait la citadelle avancée de la civilisation. Mais c'est la première fois que vraiment tu as un président israélien qui dit « je vais remodeler », parce qu'en général c'est l'apanage des puissances occidentales coloniales et des présidents américains de dire « on va remodeler le Moyen-Orient ». Mais en réalité, ce qu'il dit, lui, aux Occidentaux, c'est « aidez-moi, continuez à me soutenir, donnez-moi ce blanc-seing, parce que je vais réussir là où vous n'avez pas pu ». Je vais faire ce que vous n'avez pas pu, c'est-à-dire je vais remodeler tout ça. Et tout ça vient aussi avec beaucoup de messianisme biblique complètement hallucinant et ahistorique et millénariste, qui dit, tu vois, on va remodeler machin. Alors on dit que le Liban était le lieu de vie de la 12e tribu hébreu, celle de Dan, qu'on n'a pas retrouvée, qui serait partie, effectivement. Donc il y a même eu des plans de colonisation du Sud-Liban actuellement. Il y a eu une émission à la télévision il y a quelques jours là-dessus. Absolument, et du coup, ce qui fait qu'on est face à un gouvernement israélien où tu as des ministres qui disent c'est le moment de recoloniser Gaza et de recoloniser le Liban. Et d'aller plus loin. Jusqu'à l'Euphrate, etc., etc. Mais toujours, donc, pour revenir à la question principale, c'est... installer à Beyrouth un gouvernement qui serait pro-israélien. Qui serait pro-israélien, et donc on revient à 83, invasion de 82, massacre de Sabra et Shatila, avec les forces libanaises, et là, la venue de... Alors justement, je peux rien dire. Alors, au niveau des communautés, il y a eu une guerre civile. C'est un il y a eu, alors juste pour rappeler, il y a eu une guerre civile au Liban à partir des années 70, enfin 74 en gros, et cette guerre civile, elle avait comme objectif, alors c'était pas parce que les communautés ne pouvaient pas vivre ensemble, même si on sait que les Français et les Anglais au 19e siècle s'étaient affrontés par communautés interposées, c'était des clientélismes. Absolument. Mais la guerre civile au Liban en 74, elle a comme objectif, eh bien, d'abord alors faut pas parler de chrétiens et musulmans, faut parler de la droite chrétienne, de l'extrême droite même chrétienne, parce qu'on avait une droite chrétienne qui n'était pas forcément alignée sur l'extrême droite. Et qui va payer aussi le prix d'Annie Chamoun. Bien sûr, bien sûr, la famille Chamoun qui va le payer, Frangy, etc. Et donc du coup, donc en 74, il y a une guerre civile au Liban qui n'oppose pas des communautés parce qu'elles seraient de communautés différentes, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, dans les deux camps, on avait des gens de toutes les communautés, en vérité. Mais elle s'oppose au projet, et le but de la gauche libanaise à l'époque
aidé par les Palestiniens, eh bien, c'est de mettre en place au Liban un système qui ne serait plus un système confessionnel. Et je rappelle que le système confessionnel a été mis en place par la République française très laïque. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors en France, on se dit très très laïque. Hein, regardez comment on nous embête, on embête ces jeunes filles, on embête les musulmans, comment il y a cette islamophobie d'État. Mais rappelons-le que le système libanais communautaire qui empêche qu'il y ait un homme, un vote, indépendamment de son origine, eh bien, il trouve sa base dans la constitution mise en place par la France à partir de 1920 et qui divise les communautés avec un président de la République qui serait forcément chrétien, un premier ministre qui serait sunnite, musulman sunnite, et un président de l'Assemblée qui serait chiite. Hein, voilà un petit peu le beau découpage qu'est la France. Et la guerre civile de 1974, enfin des années 70, la gauche libanaise aidée des Palestiniens disent on veut en finir avec ce qu'on appelle la cantonisation du Liban. Le Liban qui est une collection de cantons communautaires, religieux, qu'on peut donc très facilement manipuler. Et on veut quelque chose de réellement républicain, civique, laïque, au plein sens du terme. Et cette guerre civile, elle a en face, dans le camp évidemment qui s'oppose à cette gauche libanaise et au camp palestinien, ce qu'on appelle, on appelait ça le camp islamo-palestinien, enfin il a pris différents noms, hein, et islamo-progressiste on disait aussi. Ouais. Et bien il s'oppose. Le front national pour la résistance. Voilà, le Front national pour la résistance, et d'autres noms. Et bien en face, on a des organisations d'extrême droite chrétienne, mais aussi avec une certaine complicité d'une partie de la bourgeoisie sunnite libanaise, qui effectivement ne veut pas changer cette donne, veut garder ses privilèges. Et dans le camp donc, de l'extrême droite, on a deux organisations principales. On a les forces libanaises et on a les phalanges libanaises. Les phalanges libanaises qui ont été créées dans les années 30 sur le modèle des phalanges de Mussolini. Hein, et donc, c'est des gens qui font le salut romain, etc., nazis, c'est-à-dire, et les Gemayel, entre autres, qui sont les représentants. Et on a donc les forces libanaises. Ce sont des forces qui vont être, dès le départ, aidées par Israël, financées par Israël, entraînées par Israël, qui reçoivent des armes, des Israéliens, des Américains, et aussi il y a un jeu français, évidemment, là-dedans, à l'époque. Et donc, ils vont échouer. Ils vont être battus. Après, il y aura d'autres péripéties, d'autres acteurs régionaux qui vont intervenir, mais disons grosso modo. Mais l'impérialisme va tout faire pour que, bien que cette extrême droite ait échoué, eh bien, que ce ne soit pas le camp d'en face qui l'emporte. Et l'invasion israélienne de 82, elle a un objectif, c'est de confessionnaliser le conflit, lui donner une dimension confessionnelle qu'il n'avait pas forcément auparavant. Hein, dans le camp islamo-progressiste, on a beaucoup de chrétiens. On a beaucoup de chrétiens. Au Parti communiste libanais, on a plein de chrétiens. On a des Arméniens. La direction est chrétienne. Et la direction est chrétienne. Si tu prends Georges Habash du FPLP, oui. Georges Hawi du Parti communiste libanais, grec orthodoxe, etc. Orthodoxe, et on avait aussi les Druzes avec Kamel Joumlat. Absolument, Kamel Joumlat. Donc c'était une gauche. Le camp islamo-progressiste était composite. Et c'est surtout pas ce qu'on voulait. Et l'invasion israélienne de 82, elle a comme objectif, effectivement, de cibler et de confessionnaliser la question. Hein, et c'est à partir de là le confessionnalisme est revenu en force. C'est très important. Ouais. Israël a échoué en 82, en dépit des massacres terribles, de la destruction d'une partie de Beyrouth, mais c'est de la rigolade par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, la rigolade, excusez-moi si je puis dire, mais les destructions d'aujourd'hui sont bien plus considérables que 82. Hein. Il y a eu un siège de Beyrouth. Et ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, l'objectif israélien est le même, mettre à la tête du Liban un régime, peu importe un régime, mais qui soit favorable à Israël, où le Liban ne serait plus qu'un satellite d'Israël. On a vraiment un plan de conquête de toute la région israélienne. Les gens doivent vraiment avoir ça en tête. Le problème, c'est pas les Libanais, c'est pas les Syriens, c'est pas les Irakiens, c'est pas les Houthis, c'est pas les Iraniens. Le problème, c'est Israël. J'ai une question aussi. Oui. Mais justement, comment est-ce que par rapport à toute cette histoire, et aujourd'hui, la société libanaise est travaillée par la guerre, elle est travaillée par le rôle absolument immense que joue Israël dans la région, comment est-ce qu'elle se structure politiquement? Parce que nous, ce qu'on entend ici, c'est les Libanais, en gros, sont victimes du Hezbollah et les chiites soutiennent le Hezbollah, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, un peu guerre civile, etc. En réalité, comment est-ce qu'elle est structurée, la société libanaise, politiquement? Déjà, les chiites font partie du tissu social du Liban depuis bien avant même la création du Liban moderne. Hein. Je veux dire, il y a un certain nombre d'écrits
sur cette région du monde, hein, qui fait que tu vois bien que tu as des régions où les chiites, des communautés chiites étaient là, bien avant même les croisés. Hein. Comme il y avait des chrétiens, comme il y avait des sunnites, je veux dire, personne n'arrivait là. Donc déjà, les chiites font partie intégrante du tissu social libanais. Ils ont toujours existé, ils étaient toujours là bien avant même que le Liban existe. Et ils font partie de... Donc déjà, on a une perception des chiites comme étant un corps externe. Ah oui, oui. Moi, je pense que ça, c'est à cause d'une double dissonance cognitive. Un, c'est bien sûr le matraquage médiatique. Et deux, parce que beaucoup de gens, par exemple, y compris au Maghreb, ont cette perception des chiites. Il y a une superposition et d'une méfiance à caractère religieux et en même temps qui est liée à tout ce matraquage médiatique. Mais bon, voilà, dans cette région du monde, c'est différent. Là, effectivement, tu peux avoir des Druzes. Oui. Tu as dans les Sabéens, des communautés qui n'existent que là-bas. Il y a 18 communautés officielles, mais en fait, on parle de beaucoup plus. De 21, il y a tous les rites chrétiens, des rites qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas ici. Et des sacrifices. Et que même moi, j'arrive même pas à comprendre la différence. C'est une richesse extraordinaire. Mais si ça prouve quelque chose, ça prouve qu'en tout cas, quand l'islam sunnite majoritaire est arrivé à contrôler, il a toléré, il a intégré et il n'y a pas eu de problème. Les problèmes qu'ils ont eu, ils avaient une dimension politique certaine, hein, mais ne nous laissons pas nous-mêmes entraîner dans le truc de un peuple, une nation, on doit tous se ressembler. Ce n'est pas notre histoire, ça ne sera jamais notre histoire. Bien sûr. Et accepter que ça, c'est la réalité, c'est mal connaître, y compris alors que ce soit des divergences religieuses, mais aussi par exemple au Maghreb des différences ethniques, d'origine, de langue. Je veux dire, nous, notre histoire, ça n'a jamais été un peuple, une nation. Nos peuples sont extrêmement divers. C'est ça, c'est une richesse fabuleuse. Et en 14 siècles et demi d'islam, tout ça a été toléré. D'une manière, l'islam a réussi à tolérer en Inde, sous l'empire moghol, et des rites hindous, etc. Absolument. Ça, c'est juste pour revenir à la question des chiites. Donc, ils font partie du tissu social du Liban. Et comme tous les Libanais, il y a des divergences entre eux. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'ils sont représentés au Parlement comme une secte. C'est aussi le cas des sunnites, c'est aussi le cas des druzes, c'est aussi le cas des chrétiens. Quand tu dis du secte, précise. Confession. C'est une confession, c'est pas parce qu'en France, le mot secte. C'est un anglicisme, excusez-moi. Oui. Donc en tant que confession, d'accord. Le président du Parlement doit être chiite selon la Constitution. Et pas seulement ça, la loi électorale au Liban, elle est basée sur des sièges confessionnels. Oui. C'est-à-dire que quand on se présente aux élections, Youssef ne pourra se présenter que en tant que musulman sunnite. Voilà. Il peut pas sur un siège musulman sunnite. Il ne peut pas se présenter en tant que musulman sunnite sur un siège chrétien, par exemple. D'accord ? Bon. Ça, c'est la réalité du Liban. Elle concerne toutes les communautés. D'accord ? La différence, c'est que, pour des raisons qui sont historiques liées au conflit avec Israël, le Hezbollah, mais y compris Hamas, qui n'est pas sur la même ligne politique que... Il y a un consensus. Il y a un consensus sur la nécessité de pouvoir garder Israël, comment tu dis, en respect. En respect. Tenir Israël en respect. Bien sûr. Parce que... Israël ne menace pas la souveraineté libanaise, de l'État libanais. Mais évidemment, le problème c'est que l'État libanais étant ce qu'il est, très faible, détruit, déchiré par toutes ces tensions politico-confessionnelles, d'accord ? Et économiques, en réalité, de même que tu vas trouver beaucoup de gens, par exemple à Tripoli, lors de la présence syrienne, les gens de Tripoli ont beaucoup souffert de la présence syrienne. Alors, c'est incomparable avec l'occupation israélienne. C'est incomparable. Il n'y a pas eu de mouvement de masse, de repousser les gens. Il n'y a pas eu une prison comme Riyam, où on mettait les opposants. Il n'y a pas de milice supplétive, etc. Mais ils ont mais l'État a laissé ces gens-là se débrouiller tout seuls, comme ils ont laissé les gens dans le sud se débrouiller tout seuls face aux Israéliens. Oui. Et c'est pour ça qu'avant même le Hezbollah, il y avait une résistance à l'occupation. C'est quand même, je ne sais pas par quelle aberration de l'esprit, tout à coup, là, maintenant, tu vois, il y a ce truc-là, Hezbollah, machin, les Iraniens. Non, d'abord, mettons-nous d'accord. Les gens du Sud, avant 48,
ont déjà participé à la grande révolte de 36. Tout à fait. Avant 48. La grande révolte palestinienne de 36-39, le Liban a participé, bien sûr. Pour une raison très simple. Bent Jbeil, qui est une des plus grandes villes du sud du Liban, oui. La fameuse Bent Jbeil de notre cher ami Walid. De notre ami Walid. Elle est à 1h30 en voiture de Akka. Oui. Et c'est plus simple pour des gens qui... Alors, Akka, c'est Acre, Saint-Jean d'Acre, en Palestine. Saint-Jean d'Acre. Oui. Et donc, c'est plus simple pour des gens de Bent Jbeil d'aller faire leurs courses à Saint-Jean d'Acre que d'aller faire leurs courses à Beyrouth. C'est les mêmes dialectes, c'est la même population, etc. 48 va être autant un traumatisme pour les gens, pour les Libanais, notamment la population du Sud, d'ailleurs chrétienne aussi, Dermimes et tout ça. Là, notre ami Souhab Shara, qui est du village de Dermimes, qui est un des villages chrétiens Shara, qui est une chrétienne. Communiste. Du parti communiste. Communiste et qui sera arrêtée pour soutien à la résistance pendant l'occupation israélienne et qui passera 10 ans. Qui passera 10 ans en prison, dans une prison terrible israélienne, la prison de Khiyam. Et n'est pas la seule. Non. Donc tout ça pour dire que la mobilisation, la résistance se fait, que ce soit du Parti communiste. À l'époque, il n'y avait pas encore de Hezbollah. On ne parle pas de Hezbollah. Hezbollah, on commence à en parler entre 83, 84, 86. Officiellement, il y a un truc qui s'appelle le Hezbollah. Mais avant, il n'y a pas. Mais la résistance, elle a commencé bien avant ça. Sous d'autres formes, des Libanais qui ont rejoint le Fatah palestinien, qui ont la résistance palestinienne. C'est beaucoup plus divers que ce que vous faire croire. Georges Ibrahim Abdallah, qui est un chrétien, qui était proche du FPLP, qui lutte pour les Palestiniens, mais aussi pour l'émancipation de tout le Liban, pour le progrès. Donc on voit que en même temps, on a des communautés très diverses, mais qui ne sont pas du tout étanches et qui ont quand même un sentiment patriotique. Au moins, pas seulement patriotique, c'est une réalité d'occupation. C'est ça. C'est une réalité d'occupation. Israël commence à attaquer le Liban à partir de 52. Oui, c'est ça. Il y a une réalité aussi. Israël, pour le Liban, Israël, c'est pas un acteur externe. C'est une force d'occupation et d'agression depuis 52. Il n'y avait même pas la révolution islamique en Iran. Et même le mouvement palestinien était encore très... Il n'existait pas. L'OLP va venir au Liban en 69 après les accords du Caire. Bien sûr. Donc il y a une réalité historique qui n'est pas si longue, parce que quand on parle franchement de 52-69, on parle de la génération... d'une génération, 2 générations avant nous, c'est pas, c'est peut-être la génération de vos parents, tu vois. Donc c'est ça aussi, il y a une mémoire historique qui est très très spécifique, et donc tout ça pour te dire, donc le Hezbollah a des députés au Parlement, il est présent au sein du gouvernement libanais actuel, il n'est pas majoritaire, il ne veut pas être majoritaire, mais le Hezbollah et d'ailleurs, a reçu plus de voix. Un député du Hezbollah, Mohamed Rad, a reçu, je pense, plus de voix que... J'avais vu ça passer dans l'Orient le jour. En plus, il a reçu 230 000 voix, ce qui est plus que la moitié, par exemple, des députés de je ne sais quel parti, je ne veux pas le nommer, mais enfin voilà. Donc c'est aussi ça. Le Hezbollah a une existence et a une... il y a une fidélité de ces gens-là au Hezbollah parce que le Hezbollah les a défendus. Bien sûr. Le Hezbollah les a défendus. L'État libanais n'a rien fait pour eux. Le Hezbollah les a défendus, notamment les gens du Sud. Alors non seulement défendus, mais il a aussi développé. Il a aussi développé la région. Enfin, il n'a pas fait que... Alors ça, c'est plus Amal. Ça, c'est plus le mouvement Amal. Oui. Parce que le mouvement Amal a une vraie présence au sein de l'État qui est plus institutionnalisée que celle du Hezbollah. Donc oui, effectivement, le mouvement Amal a beaucoup fait, notamment en termes d'autoroutes, d'infrastructures, etc., etc. Mais voilà, donc ça aussi, ce sont les réalités du terrain. Et je tiens à dire, concernant l'affaire de Hezbollah, organisation terroriste, alors. Parce que... Alors, en France, la branche politique n'est pas une organisation terroriste. Et c'est paradoxal parce que, du coup, ce qui permet à la France d'être un des seuls pays européens, peut-être, à pouvoir parler à la branche politique du Hezbollah. C'est ça, exactement. Et je tiens à dire une chose, c'est que des députés libanais de Hezbollah peuvent venir en France. Oui, théoriquement, ils peuvent. Ils peuvent théoriquement. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'Israël considère que tous ces gens-là sont des terroristes à exterminer. Je ne sais pas si on réalise cela. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. C'était un peu le dernier point que je voulais aborder avec vous. C'est le changement de ton
apparent en tout cas, on peut en discuter, de Macron lors de la conférence internationale de soutien au Liban, où il a réaffirmé son soutien au Liban, où il a appelé au cessez-le-feu, il a appelé à soutenir la finule notamment, et il a notamment dit cette phrase qui a beaucoup fait parler, mais je pense que c'est en écho aussi à ce que Netanyahou a dit la veille sur CNews en France. Macron a dit, je cite, « Je ne suis pas sûr que l'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie ». Et il rappelait aussi l'importance de respecter la civilisation libanaise, etc. Et j'ai un peu l'impression que c'est lié aux relations historiques entre la France et le Liban, et aussi de dire peut-être à travers ça, bon, la Palestine c'est grave, et le Liban c'est peut-être un peu trop, pour la France en tout cas, qui doit dire, bon, on doit quand même respecter nos alliés. Une dimension coloniale, voilà. Et un peu colonialiste. La France et le Liban, c'est... Voilà. Il doit y avoir un truc, tu sais, où le Liban c'est cool, c'est bien, on peut aller dans les boîtes de nuit à Beyrouth. C'est la francophonie aussi. Oui, il doit y avoir ça. Gros acteur de la francophonie. Voilà, c'est ce que... Donc voilà, comment est-ce que vous expliquez un peu cette défense du Liban, et est-ce que vous croyez à ce changement de ton apparent? Alors, la question n'est même pas d'y croire ou de pas y croire, c'est qu'il a dit les choses. Je complète, excuse-moi, ça a été dénoncé par le CRIF, qui a dit que c'était une outrance et un gâchis. Et Goldnadel sur Europe 1 a dit que c'était une faute morale. Oui, donc il a été vraiment attaqué par les sionistes en France. Mais Macron, actuellement, va être considéré comme le pire des antisémites. Faut quand même avoir ça en tête. Hein. Sur les forums, c'est ce qui se dit. Vous vous rendez compte que lorsque déjà l'autre jour Macron, alors vous savez ce qu'on peut penser de M. Macron, on n'est pas forcément du même bord politique, hein, c'est moins qu'on puisse dire, mais lorsque l'autre jour... Et pourtant, il avait dit, hein, rappelle-toi, oui, le 7 octobre est le plus grand massacre antisémite du 21e siècle. Mais bien sûr, il a quand même été loin dans la il avait même proposé carrément une alliance militaire sur le modèle de celle contre Daesh qui devrait être mise en place à Gaza. Bon, Macron, c'est pas Mélenchon. Alors, il s'est fait taper sur les doigts même par des fonctionnaires du Quai d'Orsay qui l'ont recadré, qui l'ont retoqué complètement, ce qui a fait que... Il oublie que la coalition internationale en Irak, et j'y connais, c'est que je connais très bien, puisque je travaillais en Irak dans les zones, pour des raisons professionnelles, dans les zones qui étaient sous contrôle de l'État islamique, c'est qu'il y avait la couverture aérienne offerte par la coalition internationale, mais il fallait les les troupes au sol. Ben oui. Et là, qui allait donner les troupes au sol? Parce que les Égyptiens et les Jordaniens ont dit, et ce serait très intéressant à un moment aussi qu'on parle de cette folie israélienne et ses conséquences sur la Jordanie, par exemple. Pas ce soir. Pas ce soir. Non, pas ce soir. Mais bien sûr, tout est imbriqué. Non, mais moi, je le dis, c'est pas de... Non, mais pardon, je ne vais pas t'interrompre. Non, pas du tout. Non, mais c'est parce que si le CRIF nous entend, il va dire, ils n'ont qu'une obsession, c'est Israël. Ben oui, désolé, monsieur le CRIF. Hein. Désolé, mais Israël, et c'est pas Israël en tant que tel, c'est Israël comme prolongement de l'impérialisme. Israël qui fait le sale boulot pour l'impérialisme. Mais je leur dirais l'exception, c'est de croire que c'est normal, quelles que soient les raisons historiques, quelles que soient qui sont proprement européennes, d'accord, c'est de croire que c'est normal de permettre un génocide, de faire payer un peuple palestinien qui n'a rien demandé les conséquences de le génocider parce que il y a une histoire proprement européenne qui d'ailleurs, et à mon sens, je ne vais pas revenir là-dessus. Le livre de Sven Lidvest, c'est un des très très bons... Bien sûr, qui était le prolongement des génocides coloniaux. Des génocides coloniaux, de croire... Et c'est cet exceptionnalisme-là qui rend les gens fous. Ce n'est pas tous les autres conflits, comme je disais, d'autant plus qu'ils sont dans des pays du Sud. Bien sûr, ils nous concernent nos amis, nos frères, ce soit au Congo, que ce soit au Soudan, que ce soit ailleurs. Donc, c'est toujours les mêmes populations qui se font... mais le problème, ce n'est pas une manière de mettre les autres conflits de côté, c'est dire que cet exceptionnalisme qui est accordé, cette exception qui est accordée, et surtout l'injustice historique qui est faite aux Palestiniens, elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Elle ne passera pas. Nous n'accepterons jamais le génocide du peuple palestinien. Jamais accepté, et cet État, tant qu'il se comporte, ne sera jamais, il fera jamais partie de cette région. Bien sûr. Il ne fera pas partie, non pas par méchanceté, mais parce que dans cette structure... mais on va conclure. Hein, donc parce que dans ces structures, cet État ne correspond pas du tout à la région, à l'esprit de la région. La région, son esprit, et on l'a dit, c'est un esprit de diversité, de grande richesse, etc. Et on impose un État-nation colonial dans la région
et qui se comporte comme un brigand, mais absolument incroyable, et on voudrait que tout cela soit normal. C'est-à-dire qu'on voudrait naturaliser le génocide. Le génocide, c'est quelque chose de naturel. Hein. Il y a un gouvernement qui ne nous plaît pas, eh ben on intervient hein, et on le change. Regardez, pas uniquement par rapport au Liban, mais par rapport à la Syrie qui est copieusement bombardée, sans arrêt, sans aucune déclaration de guerre, sous prétexte qu'il s'y trouverait des troupes qui ne plaisent pas à Israël. Donc c'est quelque chose que l'Occident doit comprendre. C'est que ce qui se passe là-bas, hein, est une chose abominable pour les peuples, on le voit bien pour les peuples de la région, et forcément cela va complètement modifier. Ce qui se passe, c'est un tournant considérable. Et de ce point de vue, je pense que les gens doivent être conscients de cela. Le problème, c'est pas les Libanais, c'est pas les chiites, c'est pas les sunnites, les chrétiens, qui on veut, c'est pas les Syriens. Le problème, c'est Israël en tant qu'extension des projets impérialistes. Parce que moi, mon opinion à moi, c'est qu'en vérité, l'impérialisme, même le génocide des Juifs, eh bien, il ne s'en préoccupe pas vraiment. Hein, et c'est ce qui explique un certain nombre d'auteurs. En fait, il se sert de cela pour justifier, mais en vérité, c'est l'Occident qui a laissé massacrer les Juifs, qui a laissé faire ce génocide, ne l'oublions pas. Le nazisme est une production occidentale, d'accord, et on invoque cela, mais en vérité, l'Occident est prêt. On parle de l'impérialisme, on ne parle pas de personne, on ne parle pas. Les Occidentaux en tant que tels ne sont pas responsables, mais le système impérialiste est capable de produire beaucoup d'autres génocides en se justifiant par des génocides qu'il a laissé faire lui-même auparavant. Et c'est ça qui est absolument aberrant dans l'affaire. C'est qui est absolument aberrant dans cette histoire. Oui, c'est que c'est pas du tout par état d'âme pour les souffrances des populations juives comment soumises à l'antisémitisme. Alors, concernant juste une dernière question peut-être, pour finir, c'est comment les autres communautés au Liban prennent ce qui se passe. Est-ce qu'elles prennent ça comme étant quelque chose qui concerne uniquement, moi c'est un petit peu les questions qui concernent uniquement les chiites, ou parce qu'on dit, dans les médias on veut essayer d'opposer les communautés. En fait, ce serait un peu difficile, je pourrais pas vous répondre parce que j'ai pas fait une étude sociologique, mais de ce que j'ai pu voir, notamment en travaillant un petit peu avec les déplacés juste avant de venir, c'est que il y a une grande, le Liban est un pays qu'il faut aborder avec des nuances. Il y a dans d'autres communautés un certain nombre de griefs contre le Hezbollah. Et par extension, au Liban, comme toujours, les griefs contre les partis se transforment contre des griefs contre des confessions. Et vice-versa. Hein, je sais pas. Mais sauf mais sauf que là, il y a un vrai problème. D'abord, les Libanais ont vu pendant 1 an ce que l'Occident laissait Israël faire. Oui. Donc, ils ont une peur bleue d'Israël. Oui. Les Libanais, toutes confessions confondues, non seulement ils ont une peur bleue d'Israël, mais ils n'ont pas confiance, y compris les alliés des Occidentaux, ils n'ont pas confiance dans la capacité des Occidentaux d'arrêter Israël. À tenir en laisse leur créature. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se disent que, d'accord, on est des alliés des Occidentaux, ok, mais si Israël veut détruire le Liban, qui va l'arrêter? Donc déjà, il y a une peur bleue d'Israël, et la conviction qu'il n'y a que le Hezbollah qui peut l'arrêter, que les Occidentaux n'arriveront pas à l'arrêter ou ils ne veulent pas l'arrêter. Et puis, 3, il y a une vraie sympathie de la communauté sunnite, en l'occurrence, parce qu'ils voient bien que c'est les chiites et le Hezbollah qui payent le prix de cette solidarité avec Gaza. Ouais. Donc, c'est très nuancé, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de toute façon, là, il y a pas, je veux dire, on n'est pas du tout dans un truc de guerre civile. La plupart des déplacés sont dans des régions sunnites et voilà, quoi, les sunnites sont parfaitement conscients du prix que... Merci beaucoup. On va conclure l'émission, chers amis. Merci beaucoup. On a pu aborder plein de sujets, donc merci beaucoup Hajar. Il faudrait encore pour ta générosité. Longtemps qu'on n'a pas maintenant. Merci pour ta générosité et ton temps ce soir. Merci à vous pour l'invitation, c'était super. Merci beaucoup. Voilà, merci Désolée beaucoup. pour ce craquage en live. Non, ça découpé au montage, ça m'arrange. Non, ça a beaucoup touché les gens. Du tout parce que c'est une réalité. Parce qu'on a justement, ce qui est dramatique, c'est qu'on essaie de naturaliser, même d'extraire toutes les émotions. Hein. C'est mon image de marque. Maintenant, il y aura sur Internet un truc où je... T'inquiète, c'est glissé entre 1h15 de discussion. D'accord. T'inquiète pas, on fera pas un extrait sur ça. Et puis, ce sera pas comme les larmes fabriquées artificielles de certains acteurs sionistes de l'Assemblée nationale française. Hein, ou ceux qui sont... pour ne pas les nommer, qui étaient capables de pleurer pour des faits fictifs. Voilà. Les gens te remercient dans le chat, Hajar, si tu peux regarder. Merci à vous, merci à tous. Merci. Merci à l'équipe technique, merci à John, à Omar, à Mehdi qui ont assuré ce soir. Merci à Youssef d'avoir... Merci à toi. Et merci à Myriam pour cette invitation et pour d'avoir géré ce débat. Merci beaucoup.